Retour dans cette séance. Nous étions en train de parler de l'expérience au moment où nous mourrons. Et Seth disait qu'il y avait deux paramètres principaux à prendre en compte, qu'il n'y a pas une seule réponse. Qu'est-ce que c'est? Je vais relire la question exacte. Donc le chapitre s'appelle l'expérience de la mort, et la première question que Seth nous posait, donc se posait, puisque c'est lui qui voulait répondre, que se passe-t-il au moment de la mort? Il vient nous donner deux éléments. Déjà qu'il n'y a pas une seule réponse, ça dépend de nous qui nous sommes. Et ce nous qui nous sommes dépend de deux éléments principaux. Le degré de développement de conscience que nous avons et nos croyances, notre façon de penser la mort, l'expérience qu'on en attend de la mort. Voilà, deux paramètres essentiels. Et donc, j'avais fait une pause à ce moment-là, on commence nouveau paragraphe. Vos idées sur la nature de la réalité colorent fortement votre expérience de la mort. Vos idées sur la nature de la réalité. Ce que je disais juste avant la pause, comment vivons-nous? Comment pensons-nous notre expérience quotidienne? Quel rapport avons-nous avec tout ce qui se passe entre chaque jour, entre le moment où on se réveille, puisque avant, on en a plus ou moins conscience, on se réveille plus ou moins dans la nuit, mais c'est une période où la conscience est plutôt en sommeil, elle est absente. Donc comment vivons-nous chaque matin, éventuellement avec ce lien à la nuit, avec les rêves, qu'est-ce qu'il en reste de ces rêves, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on les écoute ou pas, est-ce qu'on les balaye, bon, déjà. Comment on apprécie son corps, sa conscience, sa vie, ses expériences quotidiennes, tout ce qu'on fait dans la journée, la relation avec la nourriture, la relation aux autres, la relation à une activité, au temps, le temps qui passe. Tous ces éléments-là, la fatigue, la maladie éventuellement, comment réagit notre corps, comment nous réagissons à ça, comment nous réagissons à des événements qui nous arrivent, des surprises, bonnes ou mauvaises. Voilà, tous ces petits éléments-là, c'est le premier élément déjà qui va teinter notre mort. C'est-à-dire, comment nous appréhendons la vie, ça veut aussi dire comment nous appréhendons la mort, la fin de cette vie. On peut se plaindre tous les jours et se plaindre encore plus de mourir, ce qui peut sembler contradictoire. On peut être joyeux tous les jours, mais se dire voilà, je suis heureux tant que je suis vivant. Ou voilà, au contraire, je vais vivre, vivons à fond, parce qu'on n'a qu'une seule vie, et après c'est fini. Donc il faut jouir de la vie à tout prix. Après, il n'y a plus rien. On peut avoir une vie organisée parce que la mort et ce qui se passe après la mort va nous dicter une ligne de conduite, par exemple par rapport à une religion. Il faut faire le bien toute sa vie pour, comme je disais voilà, juste avant, parce que je veux rejoindre le paradis. Et donc, on m'a donné une liste de bonnes choses à faire ou une liste de mauvaises choses à ne pas faire. Les 10 commandements, par exemple. Et que tout le long de ma vie, j'ai cette sorte de règles, de conduite, d'éthique à suivre, parce que ce qui va compter à ce moment-là, c'est la mort. Ce qui va compter, c'est ce qui reste après dans l'éternité, la vie après la mort. Et donc toute ma vie, quelque part, je suis prêt à me sacrifier, éventuellement. Je dis pas que c'est strict, hein, mais je peux avoir cette impression-là, en tout cas, de me mettre des règles qui peuvent être de l'extérieur, hein, que je peux sentir comme étant une loi qui vient de l'extérieur de moi, ou au contraire que je m'applique, il faut que je choisis pour moi-même. Là, je parle un peu de manière générale, hein, ça peut être des religions, ou des courants spirituels, ou une éthique personnelle, simplement. Je vis ma vie par rapport à des règles, parce que j'espère que ma mort sera meilleure, quelque part. Ça peut être une autre façon de voir ce rapport-là. Donc vous voyez, tout ce qu'on fait au quotidien, et tout ce que l'on pense sur la mort, fait partie de l'expérience.
vos idées, je relis ce que dit Seth, vos idées sur la nature de la réalité colorent fortement votre expérience de la mort. Car, continue-t-il, vous interprétez cette dernière à la lumière de vos croyances. Ce que vous allez réellement vivre dans votre mort dépend de ce que vous en pensez avant, ce que vous êtes sûr à 100%. Exactement, dit-il, comme vous interprétez maintenant votre vie quotidienne, selon votre idée de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Nous baignons, pour le rappeler, en permanence dans notre réalité qui est constituée essentiellement de nos croyances. Nos croyances teintent ce qu'on expérimente tous les jours. Là aussi, je ne vais pas développer, c'est un thème qu'on a beaucoup vu dans le premier tome. Simplement pour résumer, peut-être dire quelques mots. Le cerveau veut se conforter qu'il a raison. On cherche en permanence à... comment dire ? Nous cherchons à nous rassurer sur ce que nous avons compris du monde est vrai. Et du coup, nous sélectionnons, nous ne voyons que la partie de l'expérience de la vie selon notre point de vue, que ce qui correspond à ce que nous en attendons. Si je pense que à chaque fois qu'un chat noir va traverser devant une voiture, il y aura un accident, je ne vais pas voir quand des chats noirs traversent devant une voiture et qu'il n'y a pas d'accident. Je vais juste noter les 1%, ou je ne sais pas quel pourcentage, de cas où il y a un accident et considérer que ça devient un phénomène important. Voilà, une croyance comme une autre. Si je considère que les voitures rouges, je ne sais pas, j'ai une bêtise, sont des voitures de sport et qu'elles roulent vite, ou que les gens qui choisissent des voitures rouges roulent plus vite, et peut-être je vais me dire que je vais avoir peur parce qu'il y a un accident possible. Voilà, je dis n'importe quoi, mais vous voyez, n'importe quoi peut être une croyance. Quand on parle de la pluie et du beau temps, moi j'ai des gens, ils sont jamais contents avec la météo. Il fait beau, ah bah il fait trop chaud, ou ah bah oui mais ça va pas durer. Et puis il y en a, ou l'inverse, voilà. Ah bah oui, bah il y a encore des nuages aujourd'hui, bah il y a du vent. Ah oui c'est triste, c'est comme ça. Bon. Ils voient pas que ça change tous les jours, même toutes les heures. Et puis qu'après la pluie vient le beau temps, et puis voilà, il y a besoin de pluie, on a besoin d'eau. Ça fait partie d'un cycle global, le cycle de l'eau. Et que si ce cycle n'existe pas, eh bien, il n'y a plus de rivières, donc ça devient un petit peu gênant. Il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de manière d'arroser, arroser naturellement le sol, etc., etc. Bon, vous voyez, voilà, je dis juste comme ça quelques généralités, des platitudes, mais c'est pour dire que nos croyances teintent en permanence notre vie. Et Seth, là, nous dit que ça teinte également notre mort. Voilà. Exactement comme vous interprétez maintenant votre vie quotidienne selon votre idée de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas, ou de ce qui est bon, de ce qui ne l'est pas, etc., etc. Il continue en disant: votre conscience peut quitter votre corps lentement ou rapidement en fonction de plusieurs variables. Donc là, c'est très concret. Que se passe-t-il au moment où on meurt? Votre conscience peut quitter rapidement ou lentement le corps en fonction de plusieurs variables. Ça, c'est la fin d'un paragraphe. Il enchaîne. Dans de nombreux cas de sénilité, par exemple, les parties les plus organisées de la personnalité ont déjà quitté le corps. Donc, voilà, l'idée, pour faire simple, c'est qu'effectivement, nous, de notre point de vue de la réalité physique, nous voyons que la personne perd conscience, elle perd la boule, elle n'est plus dans le lien que nous avions avant avec elle. Ce que Seth nous dit, c'est qu'en fait, la conscience est en train de partir, ça peut prendre plusieurs jours, semaines, mois, il ne le dit pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de lent dans le départ de la conscience. Comme si l'entité était en train de récupérer petit à petit sa partie de conscience, elle récupère ses billes. Voilà, doucement, doucement. Je ne focalise plus beaucoup, de moins en moins, progressivement, sur cette vie-là. Bon, ce qu'on en voit, c'est que la personne, petit à petit,
devient un peu comme un fantôme, elle devient de plus en plus absente. C'est normal, la conscience. Il dit pas en plus n'importe quelle partie de la conscience, il dit les parties les plus organisées de la personnalité. C'est-à-dire la partie de l'ego notamment, ce qui fait que nous rentrons en lien avec la réalité physique. Cette partie-là s'estompe progressivement. Et, dit-il, au moment de la mort, elles sont en train de rencontrer des circonstances nouvelles. Donc elles sont déjà parties. Elles sont déjà en fait en train d'expérimenter la vie après la mort. Elles se sont déjà retirées du jeu de la vie. Donc la personne, la personnalité, l'identité, va s'absenter progressivement. C'est une façon de mourir. Cette continue en disant la crainte même de vous en protéger, de la mort, excusez-moi, je sautais une ligne. La crainte même de la mort peut causer une telle panique psychologique que, pour vous en protéger, vous abaissez votre niveau de conscience jusqu'à vous retrouver dans le coma. Donc c'est un autre cas. Vous voyez, il donne différents exemples. Pour faire le lien avec ce que je disais avant, si on a effectivement si on n'a pas de croyance, on ne sait pas ce qui se passe après la mort, on considère que tout est fini, j'ai vécu ma vie, et je vais disparaître. C'est ce que Seth nous dit depuis le début du tome 1, depuis le début de ce livre-là. Il dit que ça peut créer vraiment une grande angoisse. Je considère que c'est mon anéantissement total. Je vais disparaître. Il n'y aura plus rien de moi. Si je pense ça, ça peut être très angoissant, effectivement. Et donc là, il parle de panique psychologique. Et on va trouver des subterfuges pour éviter ça, pour ralentir. On ne veut pas y aller. Là, je repense à nouveau à ma grand-mère qui a mis des années, donc elle est partie à 100 ans. Elle a mis des années vraiment pour partir. Mon grand-père est parti avant, il y a 3 ans bientôt, 99 ans. Lui aussi, je pense qu'il n'avait pas vraiment d'image. Moi, je leur ai demandé plusieurs fois, mais vous croyez en quoi? Où est-ce que vous allez quand vous mourrez? J'ai jamais de réponse. Donc je pense qu'ils étaient dans une absence de croyance, donc certainement une énorme angoisse. La peur de est-ce qu'on souffre, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe, de disparaître. Voilà, le point final de ma vie. Donc, voilà, ça s'arrête comme ça. Et bien du coup, elle est vraiment un mental très très fort. Elle était vraiment jusqu'au bout, elle avait toute sa tête. Son corps pas mal dégradé, enfin, il était très, très affaibli. Et c'est comme si son mental luttait, c'est-à-dire que le corps voulait partir. Elle a perdu des dizaines de kilos, enfin voilà, c'était très long, des cicatrices qui ne guérissaient plus. Donc un corps assez faible, mais malgré tout, elle arrivait à marcher 5 heures avant de partir, elle était en train de marcher dans sa chambre. Alors qu'elle pesait, je crois, dans les 40 kilos, enfin elle était vraiment très, très diminuée. Pour moi, c'est cette idée-là, de se dire, le mental, la conscience, je dis mental, mais voilà, pour faire sens, hein, la conscience a tellement peur de partir qu'elle elle fait tout pour, je veux rester. Mais le corps, il part. De toute façon, il doit partir. Et donc, il y a plusieurs subterfuges. Donc, soit, voilà, je deviens sénile, en fait, ou alors même, l'élément le plus simple, et c'est déjà ce qu'elle faisait effectivement, c'est de dormir beaucoup plus. Ça, c'est quelque chose qu'on constate en général chez les personnes âgées. Elles sont plus souvent en train de dormir, donc la conscience, la plupart du temps, n'est plus focalisée sur la réalité physique. Sur les 24 heures, ils passent de plus en plus de temps à être dans une autre réalité. Donc, ils expérimentent ce qu'ils vont vivre quand ils seront morts. Ils sont déjà en train de renouer avec cet état qu'on avait avant notre naissance et qu'on va revivre plusieurs fois. C'est une réappropriation de cet état-là. J'ai été acteur trop longtemps dans ma vie, je me suis trop focalisé sur ma vie,
m'identifier à mon corps physique, j'ai tellement peur que tout va s'arrêter que je n'ose pas repartir, je n'ose pas revenir à la maison. Là, j'utilise ce mot parce qu'effectivement, il y a beaucoup maintenant, enfin, c'est vraiment impressionnant le nombre de vidéos de personnes qui ont eu des expériences de mort imminente. Il y a même des médecins qui s'y intéressent. J'ai mis en lien il y a pas longtemps, enfin dans une playlist, un journaliste qui en parle de manière très posée, qui a vraiment expérimenté beaucoup de choses, qui s'est renseigné sur le sujet. Il a perdu son frère et à partir de là, il s'est renseigné sur qu'est-ce que c'est la conscience, où ça va. Il a analysé plein de cas, il s'est renseigné auprès de médecins, il a fait toute une recherche, donc c'est vraiment intéressant. Il a écrit un livre à ce sujet. C'est ça, c'est-à-dire que beaucoup de personnes décrivent comme une vague d'amour énorme, une lumière, enfin un lieu où on est bien, et une sensation de revenir à la maison. Nous sommes partis vivre notre expérience sur Terre, et nous, quand nous avons fini, nous revenons sur notre vrai plan de réalité, nous revenons sur notre entité complète. C'est vraiment dit dans des mots comme ça. Donc c'est ce retour qui est compliqué, en fait. Donc soit la sénilité, soit le fait déjà de dormir de plus en plus souvent, soit cette nous dit là, de tomber dans le coma. Vous pouvez, cette angoisse va être tellement forte qu'on va créer une situation où on va tomber dans le coma. Et vous pouvez avoir besoin d'un certain temps pour vous en remettre. C'est comme si l'expérience du coma faisait partie de cette expérimentation pour aller voir qu'est-ce qui se passe derrière la mort. Donc tout ça est lié, je réinsiste beaucoup dessus, à ce que l'on croit de la mort. Qu'est-ce qu'on en attend? Comment on la vit intérieurement? Il continue dans le paragraphe suivant en disant « Le fait de croire aux flammes de l'enfer peut faire halluciner les conditions du règne d'Hadès. Je suis persuadé d'aller dans l'enfer, je vais le créer au moment de ma mort. » Peut faire halluciner, il dit. Donc c'est une hallucination, c'est quelque chose qu'on va créer, qui est une illusion. Mais je vais créer cette situation-là au moment de la mort, faire halluciner les conditions du règne d'Hadès. Voilà, une image pour parler de l'enfer. Le fait de croire en un paradis conventionnel, je ne sais pas comment vous voyez votre paradis, ça peut être des nuages, comme c'est souvent, on voit ça dans le ciel, des nuages, de la lumière, le soleil, peut-être une porte avec l'entrée du paradis, peut-être un gardien, et derrière des âmes heureuses, joyeuses, et éternellement présentes. Voilà. Le fait de croire en un paradis conventionnel peut faire halluciner les conditions paradisiaques. Je crois au paradis, je vais me retrouver effectivement au paradis quand je vais mourir. Il parle d'hallucination. Donc pour lui, c'est juste une création de notre mental. Ce sera plus notre mental, ce sera notre conscience. Nous allons choisir une transition qui nous paraît la plus acceptable possible entre notre vie terrestre et le retour dans notre vie non physique. Si nous croyons en l'enfer, nous pouvons le recréer. Si nous croyons au paradis, nous pouvons le recréer. On forme toujours, continue Seth, sa propre réalité en fonction de ses idées et de son attente. On forme toujours sa propre réalité, que ce soit sur Terre ou au moment de mourir. Nous formons en permanence notre réalité puisque c'est la conscience qui crée la réalité. Si nous sommes dans une réalité physique, nous créons une réalité physique. Si nous sommes en dehors, nous créons une réalité non physique. Mais quelque part, de notre point de vue, c'est la même chose. Nous créons toujours, on forme toujours sa propre réalité en fonction de ses idées et de son attente. C'est la nature même de la conscience, quelle que soit la réalité dans laquelle on se trouve, comme je viens de dire, physique ou pas. De telles hallucinations sont toutefois temporaires, je vous le garantis. Donc il est toujours en train de répondre à cette question,
qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Et là, il nous dit que nos croyances vont teinter le début de l'expérience. Je parle de transition. Au moment où je meurs, je me retrouve dans quelque chose qui correspond à mes attentes. Si je vais sereinement en me disant je vais retrouver mes amis, ma famille, tous ceux que j'ai connus, ils m'attendent au paradis, si je crois ça, normalement c'est ce que je vais créer au moment de ma mort. Mais, nous dit Seth, ceci est transitoire. De telles hallucinations sont toutefois temporaires, je vous le garantis. C'est pour nous faire le lien entre nos croyances, qui nous font mieux accepter cet état de mort, parce que nous sommes encore très 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 attachés à la vie physique. Donc il faut lâcher petit à petit. Donc, j'arrive, oui, c'est le paradis, ça me rassure quelque part, ok. Je meurs, j'arrive dans l'endroit que j'attendais, paradis par exemple. Et puis petit à petit, on va comprendre que, mais en fait, c'est qu'une image. Ce n'est pas exactement la réalité, c'est pas la finalité, c'est pas moi entièrement. Déjà, je vais comprendre que j'ai plusieurs vies, que je ne suis pas la personne qui vient de mourir, je suis plus que ça. Donc c'est des phases comme ça, petit à petit, transitoires. Et cette transition va se faire à partir de nos croyances. C'est pour ça que ça disait, ce qui se passe au moment de la mort dépend de chacun. C'est absolument individuel. Nous ramenons dans la mort nos croyances de cette vie. La conscience, continue Seth dans le paragraphe suivant, doit utiliser ses capacités. La conscience est présente, quelle que soit la réalité dans laquelle elle agit. L'ennui et l'immobilité d'un paradis stéréotypé ne réussissent pas longtemps à entraver ses efforts. Donc voilà, je relis. La conscience doit utiliser ses capacités. Nous sommes une conscience pleine et complète qui cherche en permanence à vivre, à bouger, à se développer, à expérimenter. Ce que Seth nous a expliqué longtemps dans le premier tome. Et donc, de se dire, voilà, j'arrive dans un paradis, je suis bien avec les personnes que je connaissais, et il se passe plus rien, ne correspond pas, en tout cas dans ce que Seth nous dit, à ce qui va se passer, enfin à qui nous sommes réellement, en tout cas, simplement. Voilà. Donc, il dit, l'ennui et l'immobilité d'un paradis stéréotypé ne réussissent pas longtemps à entraver ses efforts. Les efforts de la conscience qui veut se développer et s'activer. Il y a des enseignants, très important, il y a des enseignants pour expliquer les conditions et les circonstances rencontrées. Vous n'êtes donc pas perdu seul dans un labyrinthe d'hallucinations. D'ailleurs, vous ne comprenez pas toujours immédiatement que vous êtes physiquement mort. Alors, voilà, 3 phrases très intéressantes. Ce qui est sûr, c'est que il y a un début de mort, je vais dire ça comme ça, une première phase en tout cas, qui va donc correspondre le plus à nos attentes. Ça, j'ai déjà expliqué, j'insiste pas. Comme Seth nous explique que le paradis, l'enfer n'est pas la réalité complète, c'est pas là où on va finir, il y a donc une autre transition à faire. Et là, Seth nous apprend qu'il y a des enseignants. Il y a des âmes, des consciences, des entités, appelez-les comme vous voulez, qui ont choisi d'accompagner ce passage. D'aider les âmes, quelque part, dit autrement, à faire la transition entre leur mort, pour accepter leur mort, et accepter qu'il y a autre chose. Pour faire sortir les gens de ce qu'ils voient en premier. Là, je repense au film Notre demeure, Nos salars, je crois.
je mettrai le lien à nouveau. En plus, on en a parlé cette semaine là, avec Baoli dans les sessions, les early sessions, là, les premières sessions. Et c'est exactement ça. Dans le film, le médecin, visiblement, il croit à l'enfer. Il meurt, au moment de sa mort. Il se retrouve dans un endroit, effectivement, alors, c'est pas très gai, hein, si c'est ça qu'il avait comme image, c'est assez triste. Avec donc, que des gens affamés, pauvres, qui souffrent, ça crie partout. Ils ont l'air très faibles, enfin, ils se traînent, il y a de la violence, on se sent vraiment en insécurité, il fait quasiment nuit, c'est sombre, il y a des orages, il pleut, enfin je sais plus vraiment, c'est une tristesse abominable, il n'y a pas de végétation, tout est gris, enfin bon, voilà. Il reste longtemps dans cette phase-là. Ce serait la phase dont Seth parle d'hallucination. Et puis à un moment donné, lui-même, justement, il en a marre d'être dans cet état-là. Il appelle à l'aide. Donc lui, sa croyance, c'est Dieu, je crois. Donc oui, il me semble qu'il se tourne vers Dieu. En tout cas, il appelle à l'aide, sachant qu'entre les deux, il avait déjà vu des fois des gens en blanc qui viennent, qui vont chercher des gens et qui repartent. Et à un moment donné, il appelle. Voilà, il est vraiment désespéré. Aidez-moi, 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 aidez-moi. Je sais plus s'il se repent, excusez-moi pour ma vie. Je sais plus. Non, peut-être pas à ce niveau-là. Et effectivement, donc, on vient le chercher, et là, c'est une étape de transition. Petit à petit, on dit, bon, voilà, reposez-vous, etc. Et il y a des personnes qui sont là pour soigner, des personnes qui sont là pour expliquer. Il y a des rôles différents. Et donc, Seth, il nous dit ça. Il nous dit qu'il y a notamment des entités, des personnes, des âmes, appelez-les comme vous voulez, qui passent leur temps et leur énergie pour enseigner, pour expliquer, mais de la bonne manière, de trouver les bons mots. Un enseignant, c'est pas quelqu'un qui va imposer un point de vue. Il va voir d'où en est la personne, ce qu'elle est capable d'entendre, de comprendre, de réagir par rapport à ce qu'elle perçoit de ce qui est autour d'elle, et de l'amener petit à petit à réagir et à accepter d'entendre quelque chose, d'entendre une forme de réalité. Lui, il dit, il y a des enseignants pour expliquer les conditions et les circonstances rencontrées. Ils vont donc expliquer ce qu'on est en train de vivre au moment de la mort. Vous n'êtes donc pas perdu dans un labyrinthe d'hallucinations. Il y a cette hallucination possible, provisoire, temporaire, que vous créez vous-même, tout seul, de votre côté. Mais des gens vont chercher à rentrer en lien avec vous et vous montrer que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas là où vous allez finir. C'est juste votre image de la mort. D'ailleurs, vous ne comprenez pas toujours immédiatement que vous êtes physiquement mort. Il y a des personnes qui meurent et qui n'ont pas conscience, elles sont toujours en train de penser qu'elles vivent. Je pense là-dessus au film Sixième Sens, par exemple, qui est encore à un autre niveau. Voilà, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à regarder ça. Je suis en train de continuer à faire une petite liste là, de films, je vais noter là. C'est intéressant que je complète. Donc j'ai fait maintenant une playlist, et puis sur notre site internet, il y a aussi la liste simplement des films où c'est pas complètement raccord les deux. Je vais essayer de faire raccord et puis de compléter de temps en temps. C'est loin d'être exhaustif, il y aurait beaucoup de films intéressants, mais en général, dans chaque film, il y a juste une scène ou une petite partie qui expliquerait, enfin qui serait raccord en tout cas avec ce que Seth dit. J'ai jamais trouvé de film où toute l'histoire est complètement en raccord quelque part avec ce que Seth explique. Donc il est possible de ne pas avoir compris que nous sommes morts et de continuer à faire notre vie en recréant une réalité alors que nous sommes morts, parce qu'il y a peut-être cette angoisse vraiment de mourir, de quitter quelque chose. Donc on recrée. Et on n'a pas accepté la mort. C'est une autre variante possible. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de manières différentes, effectivement, de vivre, entre guillemets,
ces premiers moments de la mort. 7 continue en disant « Vous allez vous retrouver dans une autre forme ». Ça, c'est ce qu'on attend de manière générale, donc a priori, il n'y a rien de choquant. Dans une image qui vous paraîtra physique. Alors là, par contre, c'est effectivement pour les personnes qui n'ont pas pris conscience qu'elles mourraient. Dans une image qui vous paraîtra physique, tant que vous ne tenterez pas de l'utiliser pour manœuvrer au sein du système physique. Vous reconstruisez donc directement un corps, hein, c'est ce que je comprends, pour pallier à la mort, pour ne pas voir que nous sommes morts. On recrée une image qui nous paraîtra physique, dans laquelle nous allons agir, mais il ne faut pas vouloir agir avec la vraie réalité physique. Là, on se rend compte tout de suite que du coup, nous sommes morts. C'est comme les fantômes qui veulent attraper un objet, bloup, ils passent à travers. Il y a le film Ghost aussi qui parle de ça. Au début, voilà, il a cru les premières... Oui, bah, c'est une très bonne image aussi, effectivement, si vous ne l'avez pas encore vu. Il est mort, mais tout de suite, il s'en est pas rendu compte. Il y a quelqu'un qui tire une balle de revolver, il lui court après. Et quand il revient, il voit son corps mort et sa femme en train de le pleurer. Et donc il se voit, lui, là. Voilà. Donc là aussi, c'est juste pour illustrer, ce n'est pas a priori ce qui va se passer pour nous, c'est juste pour illustrer cette notion qu'on peut ne pas prendre conscience tout de suite que l'on est mort. Il y a un délai. Alors, ça peut jouer en quelques minutes, ça peut être beaucoup plus long. Donc on essaie de recréer un corps, comme s'il était physique, pour continuer notre vie physique. Mais au bout d'un moment, on va s'en rendre compte, sa différence avec votre corps actuel vous apparaîtra alors de façon évidente, hein, si vous voulez donc l'utiliser pour manœuvrer au sein du système physique. Voilà différentes manières hein, de vivre les premiers moments de la mort. Si vous croyez fermement que votre conscience est le produit de votre corps, il se peut que vous tentiez de vous y accrocher. Vous accrochez au corps, hein, je pense. Mais il y a une sorte de garde d'honneur, un ordre de personnalité toujours prête à porter secours et assistance. Donc là aussi, comme juste avant, il a dit qu'il y a des enseignants qui sont là pour expliquer la situation. Si vous êtes extrêmement angoissé, que vous ne voulez pas quitter votre corps, que vous faites tout pour rester à votre corps physique en disant « mais sans lui, je disparais », voilà, il se peut que vous tentiez de vous y accrocher, 17. Mais à ce moment-là, il y a des gens, une garde d'honneur, donc une partie d'entités qui sont aussi là pour aider, c'est-à-dire qui savent ce qu'on est en train de vivre et qui vont nous accompagner pour nous faire comprendre qu'il faut lâcher le corps et qu'on existe sans le corps et que nous ne sommes pas ce corps. Donc là aussi, ça peut prendre du temps. Mais l'idée, c'est toujours juste d'essayer de donner des informations, de respecter l'évolution de la personnalité et ce qu'elle comprend de ce qu'elle est en train de vivre. Cette garde d'honneur, dit-il, est constituée de personnes qui sont à la fois vivantes et mortes, selon vos termes. Des personnes qui peuvent être focalisées sur la réalité physique, mais également sur la réalité, une autre réalité, en tout cas pas physique. Cette garde d'honneur est constituée de personnes qui sont à la fois vivantes et mortes, selon vos termes. Celles qui vivent dans votre système de réalité accomplissent ces activités dans une expérience de sortie de corps. Donc, vous pouvez être dans cette réalité-là et venir aider des personnes à quitter la réalité physique. Ça se passera à ce moment-là dans une expérience de sortie de corps, pendant que leur corps physique dort. Donc peut-être sans le savoir, chaque nuit ou régulièrement, quand vous dormez, votre conscience fait quelque chose et ça peut être de venir aider des personnes qui viennent juste de mourir, qui sont en train de mourir, de les aider à les accompagner.
On trouve souvent le terme de passeur, par exemple, voilà, des passeurs d'âme, des choses comme ça. Donc, c'est une sorte d'activité qu'on peut avoir la nuit. On ne s'en rend pas compte, sauf si peut-être on demande, si on cherche, si on a envie de savoir. Mais on peut tout à fait le faire de manière régulière, une sorte de travail qu'on a quand on est endormi. Donc, profondément endormi, c'est pas la période de rêve, c'est le sommeil profond. Le sommeil profond, la conscience est complètement défocalisée et elle est donc libre de faire autre chose. Donc lui, il parle de sortie de corps dans le sens où, effectivement, le corps physique, il est dans notre lit, bien en sécurité. Et nous, eh bien, notre conscience est en train de faire autre chose. Donc c'est une possibilité. La projection, continue-t-il, de la conscience et les sensations qu'elle entraîne leur sont familières, ce qui les aide à orienter ceux qui ne vont pas retourner au corps. Puisque chaque nuit, nous faisons l'aller-retour, nous sommes dans cette habitude-là, et nous pouvons donc aider en expliquant justement la manière dont... qu'est-ce que c'est justement de quitter son corps, hein, quelque part, et de pouvoir aider du coup les personnes comme ça à quitter complètement leur corps et à accepter leur mort physique, en tout cas. Donc là, c'est quelque chose, effectivement, voilà, je vous en parle en disant, c'est quelque chose d'assez fréquent. Et peut-être que certaines personnes là, qui m'écoutent, vous vivez ça chaque nuit. C'est une éventualité, hein, puisqu'on n'en a pas conscience indirectement. 7 continue. L'aide de ces personnes est particulièrement précieuse. Imaginez, si vous êtes vraiment angoissé, vous ne voulez pas quitter votre corps, d'avoir des personnes qui sont dans cette compréhension-là, effectivement, aide à accompagner cette mort. L'aide de ces personnes est particulièrement précieuse parce qu'elles sont encore engagées dans la réalité physique et qu'elles ont une compréhension plus immédiate de vos émotions. Plus on est proche de la personne qu'on accompagne, plus on peut trouver les bons mots, les bonnes... on est en compassion. Compassion, c'est-à-dire cette capacité de ressentir ce que l'autre ressent et de pouvoir du coup l'entraîner, lui donner des indications qui peuvent lui parler directement dans ce qu'elle est en train de vivre. Donc le fait d'être en lien direct avec cette réalité physique nous aide à accompagner ces personnes qui sont en train de la quitter. Ces aides peuvent garder le souvenir de leur activité nocturne ou l'oublier complètement. Hein, comme je vous disais, la plupart du temps, visiblement, on oublie complètement cette phase-là. Les expériences de projection de la conscience, mais oui, si, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que là, si cette idée est quand même quelque chose, effectivement, ça, je m'en souvenais plus, il y a quand même possibilité de garder ces souvenirs. Hein. Moi, il me semblait que de manière générale, c'était un petit peu une règle, on n'en avait pas conscience, on l'oubliait au réveil. Là, il a l'air de dire que c'est une possibilité, hein, finalement. Soit vous en souvenez, soit pas. Donc, il y a effectivement, en tout cas, c'est possible de s'en souvenir. Donc, je vous redis, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez... ça peut être par exemple de demander, de parler à votre conscience au moment de vous endormir, à demander à revenir avec ces sensations. Enfin, voilà, il y a différentes manières de faire. Il y a des exercices hein, qui existent autour de ça, dans différents livres. Voilà, ça je pense que vous trouverez facilement si vous cherchez un petit peu, si vous êtes intéressé par ce sujet-là. Voilà. Les expériences de projection de la conscience et une bonne connaissance de sa mobilité sont donc d'une grande aide en tant que préparation à la mort. Et ça, c'est vraiment important, puisque c'est quelque part, à travers les exercices qu'il nous donne, dans ce tome 2, je crois qu'il y en a encore pas mal, 1, 2, 3, 4... Ouais, j'ai noté au moins 4 exercices. Et après, il y a d'autres livres où il va plus loin. C'est-à-dire que comme Cette parle est un peu un livre où il présente un peu tous les thèmes qui lui sont chers et qu'il voudrait traiter,
sans forcément rentrer dans un grand détail, les exercices sont peut-être plus importants dans chacun des autres livres, où là, si voilà, quelque chose vous intéresse, vous pouvez aller expérimenter, mais c'est-à-dire que 7 nous prépare quelque part aussi à la mort, puisque ça fait vraiment partie de la vie pour lui. Donc tout ce qui fait qu'on prend conscience que nous ne sommes pas juste ce corps physique va dans le bon sens, quelque part. Va dans le sens de nous redonner notre pleine capacité, de nous rassurer à la mort, de faciliter le passage à la mort, de faciliter la connexion avec notre entité, de mieux accueillir tout ce qui nous arrive, de relativiser, etc., etc., etc. Donc la plupart des exercices que Seth va nous donner vont dans ce sens-là. Là, il parle de expérience de projection de la conscience. Et si vous vous rappelez, dans, je crois, c'était même le tout premier chapitre, ou un des tout premiers, en tout cas, il parlait de lui, il disait que eux, en tant qu'entité non focalisée sur la réalité physique, une de leurs formes de jeu était de faire, justement, d'envoyer leur conscience, de la mobilité de la conscience. C'est une des manières qu'ils avaient un jeu, voilà, une forme de jeu qu'ils pouvaient avoir. Et cette notion de projection de conscience, c'est en permanence de tout le temps essayer de, quelque part, c'est comme dans la matrice, d'essayer de voir sous la matrice, d'aller chercher les bugs. Je le dis un peu avec mes mots de manière simple, mais c'est pour vous expliquer un petit peu cette notion de se dire que le temps, l'espace n'existe pas, et que nous sommes en train de créer tout ce que nous voyons autour de nous en permanence, d'essayer de le rappeler, et de faire des jeux autour de ça, d'essayer d'accélérer ou de ralentir le temps, d'essayer de modifier ce qu'on voit, d'essayer de modifier les conditions, etc. Il y a beaucoup d'exercices autour de ça. Donc, premier élément, projection, expérience de projection de la conscience, et bonne connaissance de sa mobilité. Comment jouer, comme je disais, avec cette mobilité de la conscience. Là, tous les exemples que je viens de redonner, oui, c'est ça, voilà, je vais pas redire, d'essayer en tout cas de voir ce qu'il y a derrière l'écran, hein, quelque part. Donc plus on s'entraîne à ça, dit autrement, à ces expérimentations, aux exercices que ça nous donne notamment, mais il y a d'autres formes d'exercices, plus on s'entraîne en permanence à essayer de décrypter la vraie nature de la réalité, déjà plus on y arrive, et plus on est en capacité, plus on a de connaissances pour pouvoir aider aussi d'autres âmes en fonction de ce qu'elles sont en train d'expérimenter, notamment au moment de la mort. Voilà. Ces deux qualités, expérience de projection de la conscience et de la connaissance de sa mobilité, sont une grande aide en tant que préparation à la mort. Même, en fait, oui, là, ce qu'il est en train de dire, c'est même pour notre mort. C'est pas uniquement pour accompagner les autres, c'est bien pour accompagner les autres, c'est ce qu'il explique dans ce début de paragraphe. Mais là, ce que j'entends aussi, c'est que c'est bien pour notre propre mort. Plus on a cette conscience-là et plus on expérimente, plus le passage de la mort, finalement, devient anodin, parce qu'on a déjà cherché à quitter notre corps, on a déjà pris conscience que nous ne sommes pas notre corps. Nous savons que chaque nuit, nous faisons l'expérience de la mort, quelque part, puisque notre conscience n'est pas focalisée sur notre corps, c'est la même chose que la mort. Donc nous mourrons chaque jour, nous avons le même état. En plus d'avoir ces pulsations où en permanence nos cellules se dégradent, où nous sommes focalisés dessus ou pas. Tout nous montre que notre corps meurt en permanence dans la même définition que ce qu'on en donne. Donc dit autrement, tout nous montre que nous avons des états régulièrement, chaque jour, où notre conscience est dissociée de notre corps. L'état de dormir, le sommeil profond, est un état où la conscience n'est pas présente. Nous n'avons pas conscience que nous sommes en train de dormir, nous n'avons pas conscience, comme dans les rêves par exemple. Dans ces moments-là, nous ne pouvons que constater que voilà, la conscience n'est pas présente. Le corps continue à vivre.
C'est ça la seule différence. Il garde sa conscience à lui, le cœur bat, nous respirons, tous les processus de maintien du corps sont en place. Mais Seth même nous disait ne pas rester plus de 10 heures dans cet état de sommeil, ça commence à dégrader un peu les capacités du corps, ça le rend rigide, voilà, le corps perd sa capacité de mouvement. Il vaut mieux changer régulièrement, se réveiller et se rendormir plus souvent. Donc, vous voyez, tout ça prend sens petit à petit. Tous les chapitres qu'il a expliqués au début prennent sens, se mettent en place, deviennent cohérents. Depuis le début, c'est ça qu'on essaie d'expliquer avec Baoli, c'est que l'ensemble des informations de Seth sont extrêmement cohérentes, prennent du sens au fur et à mesure qu'on les découvre, qu'on les empile, qu'on les croise. Tout est hyper cohérent et redonne du sens de la compréhension aussi à ce qu'est la nature de la réalité. Ça nous ramène à nous, ce qu'on est en train de vivre là tout de suite. C'est vraiment ça, nous, qui nous semble important. C'est pour ça que je passe du temps. J'en profite pour relire les livres. Donc, rassurez-vous, je ne le fais pas pour vous quelque part. Je le fais d'abord pour moi, ça m'intéresse. Et de voir si je peux en parler m'aide, moi, à me conforter dans mes croyances, puisque nous sommes obligés d'avoir des croyances, et dans ce que moi-même je vois de la vie et donc de la mort. Ça fait partie de moi, de mon expérimentation, de mes exercices à moi. Donc ces deux qualités dont il a parlé, expérience de projection de la conscience et de mobilité, sont des préparations pour sa propre mort. En fait, c'est ça que je comprends. Même si ça peut aider en plus les autres. Elles permettent de faire, dit-il, à l'avance, pour ainsi dire, l'expérience de l'environnement qui succède à la mort, et de découvrir les conditions qui y règnent. Voilà, c'est bien ce que je viens effectivement d'expliquer. J'aurais mieux fait de lire simplement cette phrase-là. Voilà. Nous pouvons nous entraîner au quotidien à trouver, comment il dit, l'expérience de l'environnement qui succède à la mort. Nous nous y connectons régulièrement, chaque jour. Nous pouvons le faire avec plus de conscience, plus de recherche dans ce domaine-là. Tout ce qui favorise la prise de conscience de la mort, j'ai l'impression, va aider l'apaisement dans la vie. Notamment en fin de vie, bien sûr, ou si on est malade, ou si, enfin voilà, mais les personnes âgées ou les personnes qui ont une maladie grave, etc., sont confrontées à leur mort. Si on le prépare plus tôt, on ne se retrouve pas dans la situation, par exemple, de mes grands-parents, où leurs 5-10 dernières années ont été vraiment très très difficiles. Ils ont vécu dans l'ignorance de la mort toute leur vie, et même quasiment l'ignorance de la maladie, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de chance de ce côté-là. Alors si on crée sa réalité, ça a du sens. Jusqu'à 90 ans, quasiment, ils n'avaient pas d'éléments particuliers, donc ils ont bien vécu, on pourrait dire, et les 10 dernières années de leur vie ont été très très compliquées. Et vraiment, je sentais cette conscience qui résistait pour ne pas partir. Mais du coup, ils sont morts très vieux. Donc voilà un petit peu ces éléments qui nous apportent petit à petit sur l'environnement qui succède à la mort, comme il dit. Il continue, paragraphe suivant, en disant qu'il ne s'agit d'ailleurs pas nécessairement d'une activité sinistre. Et les environnements d'après la mort ne sont pas lugubres. Au contraire, ils sont généralement beaucoup plus intenses et joyeux que la réalité que vous connaissez maintenant. Donc pour refaire une petite prise de recul, je dirais, par rapport à... une petite prise de recul par rapport à ce qu'on expérimente. Et c'est pour ça que, vous voyez, j'en parle, moi je suis pas triste en tant que tel du départ de ma grand-mère. Je l'aimais beaucoup, c'était une personne adorable.
Mais voilà, nous avons vécu ce que nous avions à vivre dans cette réalité-là, dans cette vie-là. Et elle continue. J'ai essayé de l'accompagner à ma manière à la fin de sa vie, comme je l'ai fait avant à ma manière. J'avais d'autres connaissances, d'autres croyances, donc j'ai fait des choses très différentes, bien sûr. Mais ce n'est pas quelque chose de lugubre, de sinistre. C'est juste parce que nous, on voit le mot fin comme à la fin d'un film, et que cette fin nous semble, oui, triste, quelque chose une perte. On reste avec cette idée de perte, d'absence, de manque. Hein, c'est principalement voilà, ces sensations qui nous viennent. Donc je dis pas que j'ai pas d'émotions, hein, bien sûr, j'ai des émotions fortes à la cérémonie, et tant mieux, enfin, c'est ce qui montre l'attachement. Mais au-delà de ça, après, en réfléchissant sur la situation, je ne suis pas malheureux ni pour elle, ni pour moi, ni pour... voilà, elle a vécu ce qu'elle avait à vivre dans son expérimentation, et là, elle est en train de voir est-ce qu'elle va revenir ou pas, elle est en train de décider qu'est-ce qu'elle va faire à la suite. Donc elle est exactement dans la phase que Seth est en train de nous expliquer. Donc je relis le paragraphe. Il ne s'agit d'ailleurs pas nécessairement d'une activité sinistre, et les environnements d'après la mort ne sont pas lugubres. On peut tomber dans quelque chose de très joyeux. Au contraire, ils sont généralement beaucoup plus intenses et joyeux que la réalité que vous connaissez maintenant. Juste le fait de mourir. Donc là, effectivement, moi j'en parlais du point de vue de la réalité physique. Quand je disais sinistre et lugubre, je le voyais du côté des vivants, de ceux qui restent, mais en fait c'est pas ça dont il parle. Il parle de nous, comment on le vit quand on meurt, nous, et qu'est-ce qu'on expérimente. Donc c'est pas quelque chose où on souffre, où c'est triste, ou etc. Et d'ailleurs toutes les expériences de mort imminente, hein, je l'ai déjà dit, vont plutôt dans ce sens-là. C'est plutôt une expérience de... Ouais, on revient à la maison, on se reconnecte à quelque chose que l'on connaît, qui est plutôt apaisant, joyeux, posé, etc. C'est ça aussi que Seth nous dit, voilà, généralement, sont plus intenses et joyeux que la réalité physique. Puisque la réalité physique n'est qu'une variation de la réalité globale, avec effectivement d'autres manières d'expérimenter, alors qui sont très intéressantes. C'est pour ça qu'on vient dans cette réalité physique. Il y a des choses qu'on peut faire que dans la réalité physique, mais la réalité non physique peut être plus intense et joyeuse que ce que nous expérimentons là, aujourd'hui, tous les jours sur Terre. Il continue en disant, vous allez simplement apprendre à fonctionner dans un environnement nouveau. Nous connaissions la planète Terre, nous allons fonctionner différemment, avec des lois différentes. Puisque là, sur Terre, il y a des lois physiques sur lesquelles nous sommes mis d'accord, il y en a d'autres dans cette autre réalité. Et ces lois sont moins limitatives que les lois physiques selon lesquelles vous fonctionnez maintenant. C'est un autre cadre, simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire à mourir. Seth avait dit, je ne sais pas si je vais retrouver exactement ces mots, mais quelque part l'expérience de la naissance est plus forte, plus dure, violente, je ne sais plus exactement quels étaient ces mots, que l'expérience de la mort. Puisqu'il l'a redit là ici, il l'avait dit déjà à l'époque, il l'a redit ici, certaines personnes ne se rendent même pas compte qu'elles sont mortes. Alors que la naissance entraîne toujours un choc violent. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Donc à réfléchir par rapport à ça. La mort est moins violente que la naissance. C'est ça aussi, je trouve, le message plutôt joyeux de Seth. Donc vous allez simplement changer d'environnement avec des nouvelles lois. Ces lois seront moins limitatives que ce que vous connaissez à l'heure actuelle. En d'autres termes, il faut comprendre comprendre de nouvelles libertés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que comme il y a moins de lois,
vous allez découvrir de nouvelles libertés et apprendre à les utiliser. Des nouvelles capacités, des nouvelles possibilités. La mort nous amène à faire des choses en plus, différemment, mais en plus de liberté. Et donc, on se retrouve avec des choses à apprendre. On se retrouve tout d'un coup avec plus de compétences. Bon, il faut les maîtriser. Voilà. C'est cette image-là de la mort que Seth essaie de nous donner, de nous indiquer. L'environnement va nous amener vers quelque chose de plus joyeux, libre. Cependant, continue-t-il dans le paragraphe suivant, ces expériences elles-mêmes sont variables. Et cet état, lui-même, est un état de devenir. Donc là, je pense qu'il parle simplement des premières expériences après la mort. Il l'a déjà dit, là il le redit. Ces expériences elles-mêmes sont variables. Et cet état lui-même est un état de devenir, virgule, car, continue-t-il, nombreux sont ceux qui vont continuer à exister dans d'autres vies physiques. Donc là, j'ai juste l'impression que c'est une fois qu'on est rentré dans l'environnement de la mort, après la phase, j'ai l'impression là, j'espère ne pas dire de bêtises, mais après la phase d'hallucination, je crée le paradis ou je crée l'enfer, je crée ce en quoi je crois au début. Il y a des gens qui m'amènent dans vraiment l'environnement propre à la mort, je découvre des nouvelles lois, il me faut un petit temps d'adaptation, mais ça reste un état provisoire car beaucoup de personnes vont vouloir revenir dans la réalité physique, donc on va retourner et du coup notre conscience sera focalisée la moitié du temps à nouveau dans une autre vie. C'est l'impression que c'est ça dont il est en train de parler. Je relis. Cependant, ces expériences elles-mêmes sont variables. Donc ce qu'on vit juste après la mort, malgré tout, est quand même variable. Donc c'est peut-être pas que la phase juste après, c'est peut-être aussi ce qu'on vit à la suite. J'ai l'impression que ça dépend de toute façon toujours de nos croyances. C'est-à-dire que là, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est important de comprendre. Quand on meurt, on n'a pas tout d'un coup une prise de conscience immédiate de la nature de la réalité. On n'a pas la science infuse. Il faut malgré tout toujours travailler, expérimenter, découvrir, accueillir, changer ses croyances. Les croyances sont liées à notre conscience. Les croyances ne sont pas liées que à notre personnalité. Il y a sans doute des croyances, une partie physique notamment, liées à la personnalité, mais en fait, elles sont essentiellement liées à notre conscience. Donc on repart avec nos croyances. Et donc l'image qu'on a de l'environnement de la mort reste teintée parce que l'on en croit. La mort ne nous révèle pas toute la nature de la réalité. Il nous reste à apprendre. D'où l'idée aussi de vouloir expérimenter en retournant dans la réalité physique. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on y retourne. En disant, voilà, je viens d'expérimenter ça, et puis je me dis, mais déjà, je fais le lien à ce moment-là avec le projet que j'avais au départ, puisque quand on vient dans une vie physique, on choisit sa famille, son contexte, le période de l'histoire, les grandes lignes, rappelez-vous, tout ça c'est déjà écrit. Donc nous choisissons notre famille, nous choisissons le contexte de vie dans lequel on va grandir, et donc est-ce qu'on va être plutôt riche ou pauvre, ou dans telle partie du monde, avec une religion ou pas, quelle croyance on va avoir au départ. Il y a le libre arbitre et on fait ce qu'on veut de notre vie. Donc le moment de la mort, c'est le moment de faire le bilan. Je voulais venir expérimenter tel événement. Et j'ai tout mis en place pour, je sais pas, expérimenter une séparation, ou d'être tué, ou d'être... là, voilà, je dis un peu n'importe quoi, mais voilà, différentes idées. J'ai tout fait dans cette vie-là pour expérimenter un peu ce parcours-là, réussir professionnellement, mais à tel moment échouer, je sais pas, ma vie de famille, et me retrouver tué dans un truc, je voulais une mort spectaculaire, ou dans un accident de voiture, assez tôt, voilà. Par exemple. Au moment de mourir, je fais le bilan de ça. Est-ce que c'était ce que je voulais expérimenter? Ah non, j'ai fait ça, mais j'ai évité... Voilà, je suis mort d'une maladie un peu longue, j'ai souffert. C'est pas ça que je voulais expérimenter. Ah bon, alors.
est-ce que j'y retourne ou pas? Et souvent c'est ça. J'ai envie d'aller expérimenter, je retourne, je réécris ma vie et je recommence une nouvelle vie physique. C'est un peu avec cette image-là, je pense qu'il faut avoir cette idée d'environnement après la mort et de l'envie de se dire « Ok, j'y retourne ». Voilà. Donc, ces environnements, effectivement, ces expériences sont variables au moment de revenir dans d'où nous venons. Et nous dit Seth, cet état lui-même est un état de devenir, car nombreux sont ceux qui vont continuer à exister dans d'autres vies physiques. Je vais terminer ici pour aujourd'hui. Je pense que ça fait déjà du sens, là, c'est assez complet. Oui, voilà, je pense que c'est assez cohérent. Après, on continue encore sur un paragraphe un peu long. Oui, écoutez, voilà, je préfère m'arrêter ici. N'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, par exemple à la fin d'une vidéo, si vous dites « Ah, zut, ça finit comme ça, mais il me reste un point d'interrogation », mettre un petit commentaire éventuellement. Comme je l'ai toujours dit, je ne dis pas que je vais répondre à tout de manière exhaustive, mais s'il y a... en fait, voilà, mon travail, c'est d'essayer d'essayer de donner un peu des généralités, de parler au plus grand nombre. Donc si de répondre à des questions comme ça me permet de... Voilà, juste, ça me prend 2 minutes et je peux faire effectivement une réponse simple et claire et rapide et que ça serve à d'autres personnes qui se posent la même question, c'est très bien. Et nous sommes toujours, nous n'avons pas abandonné, c'est juste qu'il y a beaucoup de thématiques à traiter, mais toutes les questions que vous pouvez poser en commentaire, nous on les met de côté, on les a toutes gardées, et nous pouvons nous en servir pour créer après des vidéos thématiques. Là, on est en train d'aborder un peu ces choses-là, on essaie de voir dans quel sens on fait les choses. Pour le moment, on a décidé de commencer par les early sessions parce que ça donne vraiment une très bonne base. On va présenter d'une manière ou d'une autre le matériau de Seth. Il faut qu'on trouve un fonctionnement qui nous convienne. Pour que vous ayez au moins ces 2 bases-là. C'est-à-dire c'est tout le début des sessions de Seth. Toutes les early sessions de 1 à 510. Et Seth parle, qui est le premier. Donc ça vous donne vraiment la structure de ce que Seth voulait présenter au départ, et à partir de là, on pourra aller explorer différents thèmes, et ou, sinon, si de temps en temps, vraiment, on trouve des éléments vraiment importants, là, je vois par rapport au yoga, il y a tellement d'idées là qui me viennent en tête que j'aurais envie de faire des vidéos, mais il faut que quand je lance une série de vidéos, j'ai envie après d'être sûr d'avoir le temps de les mener jusqu'au bout. Voilà, mais donc, tout ça pour dire, n'hésitez pas à mettre des commentaires, nous on les lit, et on s'en servira d'une manière ou d'une autre, soit en vous répondant directement, soit en trouvant un support qui nous semble intéressant pour plus de personnes. Merci beaucoup pour votre attention, et à très bientôt.